Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Alors avant de répondre à cette question, il est quand même important de rappeler le contexte dans lequel se déroulent les fouilles archéologiques en Israël. Vous imaginez bien, leur objectif n'est pas de révéler le passé du pays, mais toujours de mettre un terme aux polémiques concernant l'existence même du royaume de David. Et vous avez deux courants qui s'opposent farouchement autour de ces fouilles. Les maximalistes qui suivent la Bible à la lettre et qui considèrent le royaume unifié d'Israël et de Juda, fondé par David, comme une réalité historique. Et vous avez les minimalistes qui ne voient dans cette histoire qu'un mythe des origines de la monarchie judéenne. Donc dans ce contexte un peu particulier, les fouilles archéologiques servent un but idéologique, j'allais dire presque politique, mais pas du tout scientifique. Et l'une d'elles va faire couler beaucoup d'encre. Elle se déroule sur le petit site de Khirbet Qeiyafa, au sud-ouest de Jérusalem, au pied des collines de Judée. On est en 2007 et on y découvre les vestiges d'une ville fortifiée de l'âge du fer qui pourrait coïncider en fait avec le règne de David pendant l'âge du fer. Le territoire judéen présente-t-il déjà les caractéristiques d'un État monarchique capable de s'affirmer face à ses voisins ? Alors oui, disent les maximalistes, non, disent les minimalistes, parce que Juda n'est encore qu'une simple tribu, loin derrière son voisin nordiste, Israël. Mais de quand date cette ville ? Les restes de céramique permettent de soulever un peu le voile, mais là aussi, maximalistes et minimalistes se heurtent violemment. Certains affirment que la ville a été construite entre 1000 et 925 avant Jésus-Christ, et d'autres entre 920 et 880 avant Jésus-Christ. Vous allez me dire, on s'en fout littéralement, c'est pas très loin, c'est la même chose. Ben non, c'est pas si simple. Le site de Khirbet est occupé à l'aube de l'âge du fer 2A, comme on dit, et le reste durant plusieurs décennies, jusqu'à ce qu'un incendie général ne pousse les habitants à déserter la ville en abandonnant tout sur place. C'est un véritable instantané, presque une photographie de la vie de l'époque. Les archéologues qui explorent le site admirent sa splendide enceinte avec des casemates, un mur défensif contre lequel viennent directement s'adosser les habitations. Ils louent, ils mettent un zoom, ils vont le louer dans le sens, ils mettent en valeur ces portes à triple tenaille qu'on trouve partout en Judée, en Samarie et en Transjordanie pendant l'âge du fer, et dont la réalisation nécessite quand même une autorité centrale capable de planifier et de mettre en œuvre une stratégie de défense territoriale. Et vous avez un tesson de poterie qui porte une inscription écrite dans une écriture proto-cananéenne et qui témoigne de l'existence d'une langue sémitique qui pourrait être déjà de l'hébreu, signe donc de la présence de scribes, les fameux fonctionnaires du palais par excellence. Des centaines d'anses, de jarres sont marquées d'une empreinte de doigt et attestent de la mise en place d'une administration chargée de contrôler la production et la circulation des denrées locales. Khirbet Qeiyafa atteste donc des prémices d'une organisation territoriale centralisée. Mais la question se pose, qui exerce le pouvoir ? Des Cananéens ou des Israélites ? Le site se situe sur la rive de la vallée des Térébintes, frontière biblique entre le royaume de Juda, orienté vers les collines à l'ouest, et les cités-États des Philistins qui sont adossés à la Méditerranée. Vous avez, j'espère, une carte devant les yeux parce que c'est pas simple. Selon les textes bibliques, c'est dans cette vallée que le jeune David triomphe du géant philistin Goliath et met en déroute les armées qui avaient défié le premier roi d'Israël, Saül. Saül, membre de la tribu de Benjamin, donc du royaume de Juda. Autre indice, les archéologues n'ont découvert ni restes de porcs, ni traces des décors figuratifs, signe selon eux que les habitants respectent les principaux interdits imposés par la Torah. Souvenez-vous des épisodes précédents. Mais pour l'archéologue israélien Israël Finkelstein, les références bibliques en question sont notoirement tardives, rédigées au VIe siècle avant notre ère. Il rétorque qu'elle ne préjuge ni des répartitions territoriales, ni des pratiques religieuses des individus qui ont vécu près de 3 siècles plus tôt. Il faut donc remettre le site de Qeiyafa dans le cadre de son époque. Imaginez un peu le bordel. Bref, personne ne comprend rien. Parce qu'en gros, tout le monde veut avoir raison. Quelle est la principale caractéristique de Khirbet Qeiyafa ? Ses fortifications à casemates, évidemment. Où trouve-t-on la plus grande concentration de ce type de fortification au fer 1 et au début du fer 2A ?
C'est une technique de datation, vous avez compris. Dans un territoire grand comme un mouchoir de poche, juste au nord de Jérusalem, qui correspond justement au domaine de la tribu de Benjamin. Donc, si Khirbet appartient au système de défense d'un royaume, c'est celui du nord et non du sud. Le dernier indice nous est fourni par le carbone 14, et oui, sur 14 tessons de céramique testés, 10 se situent avec la plus forte probabilité entre 1052 et 974 avant notre ère. Il s'agit donc d'une céramique du début de l'âge de fer et non du fer 2A. Plus récemment, ces datations ont été encore améliorées et donnent une date de, cette fois beaucoup plus fixe, 930 avant Jésus-Christ. Donc, le roi David a vraiment existé. Mais l'archéologie confirme-t-elle la description enthousiaste que nous fait le livre de Samuel et le livre des rois des brillantes victoires militaires de David ? Les communautés villageoises qui peuplent la Palestine vivent de l'olivier et de la vigne. Elles échangent le surplus contre des produits de première nécessité comme les céréales. La spécialisation croissante de la production entraîne la formation de classes sociales bien distinctes. Vous avez les commerçants, les artisans, les administrateurs, les soldats professionnels et l'élite royale constituée du roi bien sûr et de sa famille. Cette hiérarchisation de la société s'observe aussi en Jordanie, chez les Moabites et chez les Ammonites. Les régions des hautes terres du Levant se libèrent du joug imposé avant par les grands empires de l'âge du bronze et par les roitelets qui régnaient sur les cités-États des basses terres. L'âge du fer voit l'émergence de nouveaux royaumes qui se distinguent de leurs voisins par des coutumes ethniques qui sont propres et par le culte de divinités nationales. Pour autant, ce ne sont pas des États puissants, ils sont de dimensions très modestes, ils bénéficient de moyens financiers et humains très limités, alors que les conquêtes à grande échelle de David, décrites dans la Bible, exigeraient d'importants moyens logistiques, militaires et humains qu'aucun royaume de l'époque ne peut présenter, qu'on pourrait comparer à Alexandre. Le contraste entre le nord et le sud est même frappant. Juda, qui occupe la partie sud du pays, est constitué de montagnes, de terrains rocailleux, de vastes étendues forestières. C'est une zone très difficile d'accès qui subit les caprices d'une pluviosité faible et imprévisible. La partie nord présente une situation géographique et climatique complètement inverse. Les montagnes sont dotées de larges vallées, de voies naturelles qui permettent l'accès aux régions voisines. Des barrières topographiques isolent Juda de tous côtés, sauf au nord. À l'est et au sud, il est bordé par le désert de Judée et le désert du Negev. À l'ouest, vous avez une pente abrupte et accidentée de plus de 400 mètres qui descend sur une distance de 5 km. Et enfin, au nord, vous avez des longues crêtes étroites divisées par des ravins profonds. C'est une contrée très rocailleuse, couverte de buissons épineux, de forêts denses, profondes, et qui ne sont pas du tout propices à une quelconque activité agricole. On n'y compte que quelques villages qui parviennent tant bien que mal à survivre. L'occupation de Juda, qui avait débuté au XIIe siècle avant notre ère, se poursuit au cours du Xe siècle, toujours avant notre ère. Les villages, à l'origine de petites dimensions, vont croître au fur et à mesure de l'arrivée de nouvelles populations. Les vergers et les vignobles envahissent les pentes des hautes terres. Néanmoins, sa population sédentaire reste limitée. C'est un petit royaume isolé, marginalisé, à l'écart des voies de communication dont bénéficie le royaume du Nord. Donc il comprend aucun centre urbain digne de ce nom. On n'y rencontre pas la hiérarchie habituelle, hameau, village, ville. Alors qu'en est-il de la Jérusalem du temps du roi David ? L'image qu'on se fait de Jérusalem de l'époque relève beaucoup plus du mythe, de l'imaginaire romanesque que de la réalité historique. Depuis des siècles, les pèlerins, les croisés, les écrivains de tout acabit ont dépeint une Jérusalem belle, puissante, glorieuse, dont le cœur battant et scintillant est évidemment le temple de Salomon. On dira au Moyen-Âge la Jérusalem fabuleuse, la Jérusalem céleste, celle qui ressemble à l'Éden, etc., etc. L'archéologie biblique, fondée au milieu du XIXe siècle, comme vous le savez, avait pour but principal de mettre au jour justement les vestiges du légendaire temple construit par Salomon, fils de David. Mais cette tâche se révèle ingrate et infructueuse.
Effectivement, Jérusalem est une ville qui n'a jamais cessé d'être peuplée. En plus, elle possède un tissu urbain très densifié. Elle occupe un col situé sur le versant est de la ligne de partage des eaux des monts de Judée, à proximité du désert du même nom. Les archéologues ont abondamment creusé le sol de la vieille ville, du moins là où les fouilles ne gênaient pas les occupations modernes. Ils ont mis en évidence un tertre datant de l'âge du bronze et du fer ancien, mais le site ne semble pas avoir été occupé avant le Xe siècle avant Jésus-Christ. On ne trouve ni architecture monumentale, ni tessons de poterie qui remonteraient au temps de David. En revanche, l'abondance de vestiges de l'âge du bronze moyen et de l'âge de fer démontre que l'ancienne Jérusalem n'était à l'époque du règne de David qu'un simple village de montagne. Et ça change, hein. De fait, ça correspond tout à fait à ce qu'on sait du reste de l'habitat du territoire de Juda à cette époque. Une vingtaine de villages, tout au plus, habités par quelques milliers d'âmes, en majorité des pasteurs nomades. En réalité, il s'agit d'une région presque vide d'habitants et non pas du centre d'un vaste empire qui s'étendrait de la mer Rouge à la Syrie, comme le prétend le texte biblique. Nulle part, les archéologues ne trouvent la moindre trace de prospérité de la main-d'œuvre et du niveau d'organisation nécessaire à la guerre d'expansion de David telle qu'elle est écrite dans la Bible. Vous voyez, ça c'est extrêmement important. Évidemment, tout ce que je vous dis là, ça pose des problématiques politiques extrêmement importantes. Aujourd'hui, bien sûr, ça a une importance capitale. Mais alors, quelle est l'étendue réelle des conquêtes de David ? C'est clair qu'une grande partie des histoires racontées dans le premier livre des rois relèvent uniquement de la pure fiction. J'en suis désolé, mais il faut parler comme un scientifique. Malgré tout, les descriptions géographiques qu'on y relève sont quand même d'une précision remarquable. Elles attestent d'une certaine réalité historique. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.